Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de notre podcast Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est fièrement sponsorisé par la régie publicitaire ThinkPub et produit en partenariat avec la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, notre podcast donne la parole à des experts qui nous éclairent sur des sujets spécifiques, démystifient les informations et éliminent toute déformation qui pourrait altérer notre compréhension d'une situation donnée. Vous pouvez écouter ce podcast sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts ainsi que sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous l'avez tellement demandé, vous l'avez tellement attendu que voici l'épisode numéro 2 de notre interview avec Freddy Koula. Alors, pour rappel, le premier épisode concernait la vie de Freddy Koula. Nous avons longuement discuté de son enfance, de sa naissance, de ses origines, mais surtout de son ascension fulgurante dans le journalisme. Nous avons aussi abordé une période, on va pas dire sombre, mais une période assez difficile, très captivante, mais difficile de sa vie de communicant, notamment les élections, la campagne électorale de 2023. Et c'est à ce moment qu'avait pris fin notre interview de la dernière fois. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour la deuxième partie de cette interview avec Freddy Koula. Et comme nous l'avions annoncé, aujourd'hui, il s'agissait donc de parler de comment Freddy a vécu toute cette période difficile, mais aussi d'aborder ce qu'il fait maintenant, ses perspectives d'avenir et surtout ses projets de vie. Alors Freddy, bonjour. Bonjour Gina, bonjour à tous chers auditeurs et merci d'avoir réclamé mon retour. Moi, enfant de Moabi, fils Badoumbi, petit-fils de Bavela, bref, Dibotnineni, merci. C'est un réel plaisir de te revoir une seconde fois. Merci de t'être libéré une fois de plus pour venir discuter avec nous. Juste un petit rappel. Donc la dernière fois, je te demandais quelles avaient été tes motivations, comment ça se faisait que tu te sois retrouvé sur la campagne électorale de 2023 et tu avais été clair sur le fait que les politiques sportives sont définies d'abord par les politiques et qu'en vérité, si on veut vraiment avoir un impact sur le sport, lorsqu'on est un passionné de sport comme toi, on doit être en fait à la source, à l'endroit même où on prend les décisions ou du moins être proche des personnes qui prennent les décisions dans l'optique de les influencer positivement pour voir un changement. Ensuite, dans le domaine qui nous passionne et pour toi, c'est le sport. Et donc, tu expliquais clairement qu'en tant que communicant, c'était aussi une période intéressante de ta carrière de communicant, d'être le porte-parole d'un président à l'époque, président déchu aujourd'hui. Mais c'était une période très captivante et un challenge très intéressant pour toi en tant que communicant. Cependant, après cette période, Freddy, tu as traversé, la vallée de la haine, hein. Beaucoup de commentaires négatifs, autant les gens t'ont donné de l'amour dans tes années de gloire et tout en journalisme, autant ils t'ont apporté beaucoup de colère, de ressentiment, haine. Une partie des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui... Une partie des gens. Quoique moi, je pense que pas beaucoup. Enfin, tu sais, les réseaux sociaux ont tendance à amplifier le message. Mais bon, bref, tu le diras toi-même. Donc, je te demandais comment tu as... D'abord, avant que tu me dises comment tu as vécu ça, à un moment donné, tu as présenté tes excuses sur Internet. Alors, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent qu'en vérité, après avoir fait ça, donc tu fais une campagne électorale, ensuite tu présentes des excuses pour avoir fait une campagne électorale. Que réponds-tu aux gens qui... Non, je n'ai pas présenté des excuses pour une campagne électorale. D'abord, permets-moi... Je finis la question, après tu vas leur répondre. Très bien. Que réponds-tu aux personnes qui disent que Freddy, c'est un homme qui n'a pas de valeur, c'est une sorte de girouette. Là, je te le dis de manière triviale, de ce qu'on entend. Ça aurait été bien d'aller mot par mot, séquence par séquence. Revenons d'abord, si tu me permets. Ok, oui, vas-y, tu as la latitude, vas-y. Moi, Freddy Koula, j'ai été pendant une dizaine d'années journaliste, premièrement. J'ai de la chance, on l'a dit sur le podcast précédent, d'avoir fait toutes mes classes. Je me suis conçu moi-même. Je me suis fabriqué ou presque en tant qu'homme moi-même. J'ai fait toutes mes études, mais vraiment, là, j'espère pouvoir, dans quelques semaines, boucler la rédaction de ma thèse. Il faut que les gens comprennent aussi, en plus d'avoir été journaliste, d'avoir une licence en histoire, un master en communication, je suis en train de terminer un doctorat en communication, pas en sport, pas en journalisme, je fais un doctorat en communication. Ça veut dire que je suis d'abord, et je serai un expert en
communication. C'est cela aujourd'hui qui symbolise un peu l'être et le communicant que je suis. Je suis guidé par l'idée du partage. Parce que la communication, dans son essence, c'est le partage. Ensuite, quand on a compris comment est-ce que je suis conçu d'un point de vue substantiel, on peut ensuite envisager de comprendre où est-ce que je vais. Et c'est là peut-être mon péché, c'est n'avoir pas d'un point de vue didactique, même si j'ai fait des effets d'annonce, je l'ai dit après la Coupe du Monde 2022, quand j'étais au Qatar, j'ai dit que le journalisme, à un moment ou à un autre, je l'arrêterai. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Si les gens ne l'ont pas lu, je m'excuse, j'aurais dû amplifier ou sponsoriser le contenu. Mais quoi qu'il en soit, je sais que l'amour que les gens m'ont porté sur ces 10 dernières années dans le métier de journaliste ou même dans la personne engagée dans le monde du sport et du football, et cet amour-là a été proportionnel pour certains, et je dis bien pour certains, au déferlement de harcèlement numérique, ou pour ne pas dire cyberharcèlement, et peut-être de quelques insultes que j'ai subies sur les réseaux sociaux, qui étaient aussi proportionnels, je le rappelle, à la déception que les gens avaient de la gestion du pays et des gens avec qui j'étais notamment engagé dans cette campagne électorale, qui n'a duré que 2 semaines. Donc finalement, dans mon engagement politique auprès du régime précédent ou d'Ali Bongo et de ceux qui étaient autour, mon engagement n'a duré que 2 semaines. Pourquoi cet engagement? Je le dis, c'est dans la continuité des combats. Je le dis en langage simple. Quand on a été pendant des années et des années un journaliste qui critiquait, un journaliste qui dénonçait, un journaliste qui était aussi celui qui lançait des alertes et un journaliste qui a mis aussi en lumière pendant des années le sport gabonais et le football gabonais, parce que beaucoup que je croise là me disent à chaque fois, pas plus tard qu'hier quand je rentrais de Mouabi, un gendarme m'a arrêté en disant « Ah mais Freddy, on n'a plus les nouvelles des Panthères, on n'a plus les nouvelles des sportifs, etc. Pourquoi tu ne parles plus de sport ?» Ça veut dire que derrière, je suis devenu un référentiel. Oui, c'est vrai, pour les amateurs comme moi, là, les gens qui se connaissent rien au sport, franchement, tu me donnais envie de connaître les joueurs. Et je le faisais de façon... C'est toi qui m'as parlé de PlayStation, non? C'est qui le joueur de manga qui est parti ensuite au... Voilà, Titigui, très bien. Voilà, Ronald Titigui. Ronald Titigui, c'est ça. Romuald Titigui, alias PlayStation. Donc, j'ai fait découvrir aux gens les footballeurs, j'ai fait découvrir aux gens les sportifs, j'ai mis en avant les sportifs. D'ailleurs, je prends une petite parenthèse, tu me permets. Pareil avec entre guillemets, le conflit que les gens ont créé avec Pierre-Emerick Aubameyang, parce que j'avais dénoncé l'attitude à un moment donné de mon ami Aubameyang, parce que je le rappelle, il est resté pendant des années un ami plutôt proche. Je suis le seul journaliste, je peux le dire, gabonais, à l'avoir approché suffisamment de près, à avoir embarqué dans son avion privé, à avoir joué avec son père à Paris dans des terrains privés, que ce soit au Paris FC, etc., être rentré dans la maison ou dans l'aspect privé de son père, qui est plutôt très select. Bref, donc j'ai été suffisamment proche de ce footballeur-là, qui est une fierté mais incroyable. Je suis le seul journaliste sportif dans ce pays qui a pleuré en direct à la télé quand les Panthères ont été éliminés en 2017. Ça, je n'ai pas fait semblant. Les gens l'ont vu, l'amour que je porte pour ce pays. Je suis le seul journaliste qui a pleuré à la télé en direct quand Aubameyang a gagné ce ballon d'or. C'était en 2015. J'étais en direct à la télé à Canal 7. Bref, on ne peut pas avoir montré pendant une dizaine d'années un amour comme le mien, et je mets quiconque au défi, un journaliste sportif qui a été autant engagé, qui a eu le parcours comme le mien. Ça n'existe pas dans ce pays. Même en Afrique, il n'y en a pas 2 qui ont eu le parcours que j'ai eu en si peu de temps, je le rappelle. Je suis parti partout. Je suis parti du Gabon, j'ai fait Canal+, j'ai fait TV5 Monde, j'ai fait RFI, je suis arrivé au Qatar en Coupe du Monde avec New World TV. Bref, ce parcours-là, je ne l'ai pas volé, premièrement. Si je suis arrivé à ces endroits-là, ça veut dire que d'un point de vue de la compétence, on me reconnaît certaines choses. Et enfin, comme on dit souvent en parlant de mon parcours, comme on a dit dans le podcast précédent, comment je suis arrivé là, il y a une phrase qui est magnifique, un proverbe magnifique que j'aime beaucoup et que je répète souvent. Je dis souvent que lorsque l'intelligence accompagne la chance, elle enfante systématiquement la réussite. Et je considère qu'en plus de mon intelligence, comme tout le monde en a, j'ai eu beaucoup de chance, même si c'est vrai que j'ai connu des coups extrêmement durs dans ma vie. Je vous ai raconté, je ne mangeais pas, je marchais des kilomètres pour aller à l'école. Je suis tombé sur de bonnes personnes. C'est de la chance d'être tombé sur quelques bonnes personnes qui m'ont ouvert certaines brèches, et moi j'ai su en profiter, et je suis surfé sur la passion que j'ai pour le sport. Sauf que tout ça étant fait, pendant une dizaine d'années, quand on a été le journaliste que j'ai été, quand on a été engagé comme j'ai été, quand on a pris les coups comme j'ai été comme journaliste, et je mets quiconque au défi, quel est le journaliste qui a fait du sport dans ce pays, qui a pris autant de coups? Il n'y en a pas. J'ai pris les coups de la Fegafoot, je suis allé en clash avec des ministres. Franck Guéma, qui était un ami. La HAC t'a sanctionné. Voilà, Franck Guéma, qui était un ami, je l'ai chargé. Tous les ministres qui sont passés, il m'est arrivé de les charger. La HAC m'a sanctionné pendant 6 mois, communiqué à la télé. Je ne me souviens pas du journaliste qui a provoqué un communiqué de la HAC
Une première fois, ils sont venus me suspendre 3 mois. J'étais en France. Une deuxième fois, ils sont venus me suspendre 6 mois. Et ensuite, ils ont appelé RFI pour dire à la directrice de RFI que si Freddy Koula passe encore sur RFI, ça c'est les gars de la Fega Foot et toute la bande là qui sont allés le faire à l'époque. Bref, aujourd'hui, c'est passé. Donc, ils ont appelé RFI pour dire si Freddy Koula passe encore à la télé, la HAC a appelé, l'ancien président, je sais pas ce qu'il avait contre moi, on va couper RFI au Gabon. Ils ont appelé Canal. Ils ont dit à Canal que si Freddy Koula passe encore sur Canal, etc., Canal sera crypté au Gabon. Ils ont appelé TV5 pour leur dire. Bref, ils ont voulu me blacklister, ils ont voulu me noircir, mais en fait, en faisant ça, ils ont voulu oppresser ta vie. Comprenez maintenant, voilà, ils ont oppressé ma vie, ils ont cru m'oppresser en oubliant que je suis un Badoumbi, que je suis l'arrière-petit-fils de Nyonda Makita. Ça, en fait, c'est pour comprendre un peu mon engagement politique, ça, en fait, ça fabriquait une bête à l'intérieur. D'accord ? Donc, ce qui s'est passé avec mon engagement politique, les coups que j'ai pris, les tentatives même, ils ont essayé, certains ont envoyé des filles, 2 métis sont venus 2 fois à 2 séquences, essayer de me draguer. Heureusement, ces filles-là ont fini par comprendre que j'étais un garçon gentil. Elles avaient pour objectif, c'est de me séduire et ensuite de je sais pas quoi, d'emmener dans le lit, ensuite de me filmer tout nu et prendre des images et poster sur Internet. Donc ça, c'est des gens qui ne m'aimaient pas et qui considéraient que j'étais gênant à un certain moment dans mon engagement, qui voulaient me faire du mal. Après avoir vécu tout ça, après constater que malheureusement, malgré les critiques, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les plateaux télé, pour la construction ou le développement d'un secteur qui me passionne comme le sport et aussi la communication, parce qu'il m'est arrivé de prendre des coups avec les confrères, etc. Mais à culpa, ma grande sœur Larissa Lormeza, qui a pris un peu une balle perdue une fois, mais que j'aime beaucoup et aujourd'hui on s'est rabiboché, je considérais qu'il fallait franchir une étape. Et ça, c'est fondamental. Et les exemples d'un mec passionné de sport ou qui a un club de sport comme j'ai avec Atlético Acanda, un projet dans lequel j'ai englouti depuis 5 ans plus de 32-33 millions de francs CFA sans rien recevoir en retour, parce qu'on a un programme éducatif, je considérais qu'il fallait franchir l'étape supérieure. Et les exemples sont légion en Afrique, des gens qui ont commencé dans le monde du sport et qui sont devenus des gens influents, que ce soit dans le domaine de la politique, etc. Il y a un président dans un pays, comment il s'appelle Georges Weah. Georges Weah a été un footballeur. Donc, si on me fait le reproche, moi, Koula, d'avoir été un journaliste sportif, ouais, je vois souvent des gens me dire il faut rester dans ton couloir. C'est quoi mon couloir ? Mon couloir, c'est dans ma formation. Mon couloir, c'est peut-être l'histoire. Qui l'a défini ? Non, mais c'est quoi mon couloir ? C'est qui a défini que c'était ça ? C'est ça la question. Couloir. C'est que les gens te disent reste dans ton couloir. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, les gens, oui, mon visage, il est collé au sport et au combat que j'ai mené pendant une dizaine d'années ou au journalisme que j'ai mené avec passion parce que j'ai écumé les pelouses, écumé les terrains, je peux comprendre que les gens se soient abonnés sur mes réseaux sociaux. J'ai 65 000 abonnés. Dans les 65 000, j'imagine qu'il y a 60 000 qui sont venus d'abord pour le sport et le foot. Ça, je comprends parfaitement. Et je comprends qu'ils soient déçus. On va revenir sur la question des excuses. Je ne me suis pas excusé d'avoir fait quelque chose, je me suis excusé d'avoir déçu certaines personnes. Donc, après cette étape-là, après avoir fait tout ça, j'ai considéré qu'il fallait que je passe à l'étape supérieure. Une étape d'ailleurs qui était enfouie en moi parce que je l'ai dit dans le podcast précédent, je suis passionné de politique. Pas de politique politicienne. Aujourd'hui, comme je me suis taillé un costume de quelqu'un qui est un communicant, parce que je suis d'abord diplômé en communication, je me suis taillé un costume de celui qui est un défenseur, fervent défenseur de l'environnement sportif et des politiques sportives. Je préfère m'engager en me disant que ces politiques-là, cette défense-là, cet antagonisme-là, je vais pouvoir le mener sur un terrain qui soit un terrain expérimental. Et le terrain expérimental, c'est de se dire, s'il y a un sujet qui concerne le sport, si ça touche la politique, il faut pouvoir en débattre, il faut en discuter. S'il y a une chose qui a été mal faite, plutôt que de critiquer uniquement sur les aspects tactiques du sport, des buts, etc., il faut se dire, aujourd'hui, et c'est le choix que j'ai fait depuis un petit moment, même un petit commentaire, j'évite d'en faire sur les Panthères du Gabon. Pourquoi ? Parce que je considère qu'aujourd'hui, l'État gabonais a inversé depuis les dernières années un investissement sur le football en lui-même. Aujourd'hui, ils investissent des milliards chaque année sur l'équipe nationale de foot masculine. Pour quel résultat ? Les Non, c'est pas une question. palpitations. C'est même pas d'abord une question de résultat. C'est une question, en fait, c'est une question fondamentale. Quand on veut construire le sport, quand on veut construire le football, restons sur le foot. Quand vous voulez construire le football, il ne faut pas inverser la pyramide. Or, en France, ils sont devenus un grand pays de foot et qu'ils ont gagné 2 Coupes du Monde sur 3 les dernières années. La France est certainement le pays qui a le plus de footballeurs professionnels dans le monde et dans les grands championnats. C'est parce qu'ils ont investi sur la pyramide, ils ont investi par le bas et ils sont montés. Aujourd'hui, au Gabon, on a investi la pyramide, on investit sur le bout de la pyramide, donc on investit sur l'équipe nationale qui est censée être à la fin du processus, et les gens s'en fichent
d'investir sur la formation. Les gens s'en fichent d'investir sur les compétitions locales. Les gens s'en fichent d'investir sur les infrastructures de base. Les gens s'en fichent d'investir sur la vie sociale des sportifs. Les gens s'en fichent d'investir sur, en gros, le développement du sport et du football amateur. Comment on façonne un footballeur de haut niveau? C'est comme ça qu'on construit. Le problème, c'est que si je suis un ingénieur du sport, je serais un ingénieur qui regarde la construction d'un bâtiment et qui sait que ce bâtiment va s'écrouler et que ce bâtiment est mal construit. Parce que les fondations sont pas bien faites. Maintenant, si l'ingénieur vient devant le bâtiment qui est en train d'être construit et qu'il crie, personne ne l'écoute, l'ingénieur décide d'entrer dans le bâtiment. Il va rencontrer les maçons et d'être lui-même le maçon. Pas d'abord d'être le maçon, d'être peut-être le consultant ou le conseiller du maçon, ou même pas le maçon, c'est le conseiller du promoteur, du chef de chantier. Je viens dire au chef de chantier, écoute, on s'est assez chamaillé, j'étais assez critiqué, pour éviter que le bâtiment là s'écroule et que ça tombe dans les maisons autour et tout ça, je viens. Tu m'as dit, Freddy, je trouve que tu es talentueux, ce que tu dis c'est pertinent, est-ce que tu peux m'accompagner? Oui, il m'a tendu la main, le maçon, le chef de chantier, j'entre dans la maison et à ce moment-là, en étant dans la maison, je vais pouvoir dire au chef de chantier, ce que ton maçon à droite est en train de faire, ça peut avoir des conséquences. Ce que ta personne à gauche est en train de faire, ça peut avoir des conséquences pour le bâtiment. Mais avant, le chef de chantier te dit quoi? Et là, on revient, là, je suis en train d'utiliser une figure de style pour que vous compreniez mon engagement. Mais avant d'entrer dans la maison, le chef de chantier te dit, tout ça c'est bien de vouloir m'accompagner, etc. Tu vas m'accompagner parce que tu es intelligent, parce que tu es bon. Mais j'ai un problème, c'est que le bâtiment que je suis en train de construire là, je ne suis pas sûr de le garder. Et comme tu es très bon pour la négociation, comme tu es un très bon avocat, j'ai un combat juridique pour garder le bâtiment d'abord, qu'on va construire et qui va faire du bien à tout le monde. Est-ce que tu peux m'aider à mener ce combat? Et comme je sais que tu as des idées très bonnes, quand on aura gardé le bâtiment, on va façonner le bâtiment ensemble et je t'écouterai davantage que je n'étais jamais écouté. Ce challenge-là, moi, en tant que... Tu as décidé de le relever. Voilà, ce challenge-là, en tant qu'ingénieur, j'ai décidé de le relever parce que ça rentrait aussi dans les cordes de ce que je voulais faire professionnellement. Et j'étais déjà dans cette transition. Je ne suis pas parti d'un plateau télé. Je rappelle, la campagne c'était en 2023. J'ai arrêté le journalisme en fin 2022 après la Coupe du Monde au Qatar. J'ai fait quelques émissions pour faire un peu plaisir aux gens, quelques lives, etc. Mais j'avais arrêté mon engagement en tant que journaliste. J'ai rendu ma carte de presse qui terminait d'ailleurs en janvier 2023. Madame Otunga a repris sa carte, j'ai dit en rigolant. Je n'ai plus de carte de presse, ni en France, ni ici. J'ai reçu RFI, je restais consultant parce que j'avais un engagement avec RFI qui courait encore jusqu'à l'année dernière. Je me suis engagé en me disant, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui croient en moi, il y a des gens qui voient en moi une perspective de réflexion qui peut avoir un impact sur le développement et sur l'aide aux politiques publiques dans les secteurs dont je maîtrise, notamment les tenants et les aboutissants. Je me suis engagé, pas naïvement, parce que j'ai réfléchi. Cette proposition m'avait été faite quand j'étais venu sur le 10 km de Port-Gentil. J'étais venu au Gabon pour la tropicale. Ensuite, j'ai enchaîné sur le 10 km. Je suis allé à Port-Gentil. J'étais speaker sur le 10 km. Et c'est à ce moment que m'a été faite la proposition. Et d'ailleurs, parmi ceux qui m'ont persuadé d'accepter, parce que quand la proposition m'a été faite d'être porte-parole du président, je préfère le dire, on est là pour dire en toute honnêteté, quand la proposition m'a été faite, j'ai d'abord appelé mes parents pour leur dire voilà ce qui m'est proposé. J'ai d'abord réfléchi pendant 1 mois, 2 mois. Je suis reparti à Paris, j'étais à Grenoble. Ensuite, pendant 1 mois, je réfléchissais. Mais vraiment, je réfléchis pendant 2-3 mois. Et ensuite, j'ai appelé mes parents pour dire vous en pensez quoi? Au village, tout le monde était enthousiaste, ça il faut bien comprendre, parce que c'était pour moi une ascension sociale. Et dans ma famille, même si j'ai une famille un peu d'opposants, Pierre-André Combila a combattu pendant longtemps, Omar Bongo, etc. Et ensuite il s'est rangé. Derrière, dans ma famille, j'ai une famille qui a été qui a été pendant longtemps dans les bûcherons et tout. Donc il y a des gens très très bien placés aujourd'hui même, très très importants dans ce pays, que je suis allé voir chez eux, dans leur bureau, en leur posant la question, des érudits, des gens que j'avais en estime et à l'université, qui sont des grands scientifiques aussi, que j'ai dû rencontrer, on a discuté pendant des heures, je leur ai dit, voilà ce qui m'a été proposé par rapport à la perspective. Moi, c'est un chemin que je vais suivre. Dans ce chemin-là, vous en pensez quoi? Est-ce que je dois y aller et comment je dois y aller? Je l'ai fait. J'ai consulté 3, 4, 5 personnes, qui sont des personnes aujourd'hui, pour la plupart, très très bien placées, très proches du président, et surtout qui sont des personnes avec énormément d'expérience. Ces gens-là m'ont conseillé et m'ont dit, quand tu y vas, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire, attention de ne pas faire ça. Donc je savais ce qu'il ne fallait pas faire. Je savais aussi que je n'avais pas, c'est pas un choix, c'est que j'étais dans un engagement professionnel à partir du moment où j'ai accepté
l'idée de porter la communication parmi tant d'autres, parce qu'on était nombreux. Une de tes tâches. Ça restait ma tâche. Ma tâche à moi, c'était de porter le projet, de discuter, de parler au nom d'eux. Pendant 2 semaines, je l'ai fait. Et la raison pour laquelle, et là je chute sur la conséquence, la raison pour laquelle je pense aussi qu'il y a eu une déferlante de haine, entre guillemets, parce qu'on était dans un débat d'abord d'opposition d'idées, débat de proposition de candidature et tout ça, c'est que je pense que cette proportion et cette haine viscérale ou la viralité même de la haine qu'il y a eu autour de moi et d'autres gens a été liée à la qualité du travail, entre guillemets, que l'on a pu produire. C'est-à-dire que si je n'avais pas été suffisamment au front, si je n'avais pas été suffisamment bon communicant, si je n'avais pas été suffisamment bon dans mon exercice, si je n'avais pas été suffisamment pointilleux ou suffisamment piquant pour défendre, entre guillemets, mon acteur, une position, personne n'aurait vu, personne n'aurait lu, personne ne m'aurait écouté et personne n'aurait réagi. D'accord. Donc ça veut dire que derrière, professionnellement, j'ai fait mon job et derrière, pour le reste, je comprends. Voilà. Ce que tu dis, c'est logique. Oui. Tu as une proposition, tu as posé des questions à des gens qui t'ont dit « Ouais, c'est bon, Freddy, tu peux y aller, fais ça, fais ça. » On peut dire que pour toi, c'était bien encadré. Ça faisait partie du plan. Voilà, ça faisait partie du plan. Alors, pourquoi tu demandes pardon ensuite et quel est l'objet quel est l'objectif de cette demande de pardon? Parce que du point de vue, t'inquiète pas, là tu comprends bien que je parle pas tu ne parles pas de la Gina porte-parole, non? Voilà. Là, il s'agit pas de moi. Du point de vue des gens, ils se disent, si tu as une position et que tu l'assumes, tu assumeras aussi tu assumeras tout autant les conséquences. Oui. Parce que quand tu reviens et tu dis ensuite que tu es désolé... Je l'ai utilisé pendant toute la campagne, à peu près 14 fois le mot « j'assume ». Oui, et que tu dis ensuite que tu es désolé, ils ont l'impression que finalement, tu n'assumes plus. Donc aujourd'hui, pour être clair, tes excuses portaient exactement sur quoi? Et est-ce que tu as arrêté d'assumer du coup quand tu l'as dit? J'assume déjà à partir du moment où, après la campagne, je suis resté au Gabon. Oui, tu n'as pas J'assume, première chose. Je suis resté au Gabon. J'avais la possibilité de prendre mon avion le lendemain, entrer à Paris, parce que j'étais venu que pour la campagne. À partir du moment où j'ai pris l'engagement de rester à Libreville pendant tout le processus du début de transition, jusqu'à ce qu'il y ait la prestation de serment, jusqu'à ce qu'il y ait le début de l'exercice du nouveau régime ou de la transition, j'assume. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au moment où j'écris le message qui semble être des excuses pour ce que j'ai fait, qui ne l'est pas. Non, je n'étais pas du tout sous pression parce que je ne l'ai jamais été, figurez-vous. Je suis sous pression parce que je suis quand même une tête dure. Et Mbapounou, c'est comme ceux qui ont suivi Game of Thrones, Mbapounou est comme un Lannister. On ne le contraint pas et il paye toujours ses dettes. Vous allez comprendre pourquoi la logique des dettes. Donc, je considérais au moment du début de la transition et au moment où il y a eu la prestation du serment, d'ailleurs c'est ce jour-là, du président de la transition que j'ai la chance d'avoir côtoyé, indirectement, d'avoir vu indirectement, vous savez où et comment. J'ai vu aussi son dynamisme, d'ailleurs pour la petite histoire, lorsqu'on faisait des marathons, des 10 km, marathon du Gabon, quand j'étais speaker, toutes les équipes de la GR, des flics, des militaires, etc., étaient souvent les équipes qui brillaient le plus dans les compétitions sur ces dernières années, sur les 2-3 dernières années. Et le déclic du développement du sport dans les casernes, etc., est venu de cet homme-là, du président de la transition aujourd'hui. Donc, je l'avais en viseur par rapport... D'ailleurs, il a remodelé l'équipe de la GR, l'équipe de football de la GR. Ça s'appelle ASGR, quelque chose comme ça. Comment il s'appelle? Ils ont gagné ASGR. Parce que je connais juste l'équipe de la police, c'est particulier. Il s'appelle les Vautours. Voilà, il y a les Vautours. Mais il y a l'équipe de la GR qui a joué l'année dernière le championnat de D3. D'accord. Non, ils étaient en D4. Ils sont montés en D3. Carrément? Oui, ils sont montés Ils ont le droit d'être dans le championnat mais c'est l'association national sportive. Mais tous les corps ont le droit d'avoir une association sportive. Ah, d'accord. Donc, ils ont joué le championnat. Non, c'est le championnat provincial qu'ils ont joué d'abord. Mais il faut monter les échelons pour arriver. Donc, le président de la transition actuelle a une fibre, un amour pour le sport qui est aussi fondamental. Donc, à partir du moment où tu as en face de toi quelqu'un qui a une passion similaire, nous, les sportifs, même quand on se bagarre sur le terrain, quand on sort, la passion du sport finit par nous rassembler. Oui. Donc, cette admiration que j'avais pour lui, cette admiration que j'ai pour lui, même si c'est un fan du Barça et que moi, je suis fan du Real, je l'avais déjà observé d'une façon ou d'une autre. Et puis, je le dis, je l'ai vu à l'exercice, je l'ai vu comment son pragmatisme, et je sais que j'avais eu, d'ailleurs, ma copine va entendre, ma copine est allée dans son village et elle a vu tout le travail de fond incroyable qu'il a fait dans son village, les maisons qu'il a reconstruites aux gens, Angoni, etc., etc. Ces échos-là, de toute façon, ça faisait de lui un homme bon et bien.
à la base. Ça, c'est... On admire les individus, première chose. Deuxième chose, au moment de la prestation de serment, il fallait être un peu fou après avoir grandi comme moi j'ai grandi dans un village, après avoir trimé comme j'ai trimé toute ma vie, après avoir été à l'UOB où je vois que les conditions sont extrêmes, après avoir combattu entre guillemets une organisation, que ce soit dans le sport, etc. Après avoir vu comment certaines personnes souffraient même autour de moi, après avoir souffert aussi, parce que on a été dans la campagne, toi et moi, Gina, mais on a souffert de l'intérieur. On est bien d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que on s'est engagé dans un combat que on ne doit pas refuser de regarder la réalité. Et la réalité, c'est qu'on constatait ce que tout le monde constatait aussi. Et ça, ce n'est pas mentir que de dire qu'il y avait un constat. Je ne suis pas un homme politique encore à ce moment-là, ou je ne suis pas encore un homme politique pour dire qu'il fallait que je démissionne. Je démissionne de quoi? J'avais une mission. Je démissionne d'où? Comme un militaire, comme un avocat, j'avais une mission. Et je devais être payé pour ça. Dieu merci, Dieu sait que j'ai pas été payé. Bref, donc c'était un engagement aussi qui me donnait une perspective professionnelle que j'assumais et j'assume aujourd'hui. Quand il y a eu cette prestation de serment, j'ai été touché par la sincérité de ce qui a été énoncé. J'ai été touché émotionnellement, mais venu aussi à l'idée que finalement je suis un humain. Tout ce que les gens ont pu dire, tout ce que certaines personnes écrivent, je le rappelle encore une fois, j'ai 60 000 abonnés, les gens voulaient se désabonner, il n'y a que 1000 personnes qui se sont désabonnées sur 60 000 personnes que j'avais. Donc les gens ont voulu boycotter ma page n'a pas été fermée. Donc ça veut dire que sur 60 000, d'ailleurs j'ai beaucoup d'abonnés à l'étranger, donc ce n'était pas 60 000 abonnés qui se charnaient sur moi. Donc dans la frange des personnes qui commentaient, dans la frange des personnes qui m'envoyaient des messages haineux, il y avait aussi une grande partie, et je peux vous dire que les messages de soutien que j'ai eus étaient parfois plus importants que les messages de haine. Mais comme souvent, quand il y a 10 personnes qui te disent « Freddy, tu es bon », quand il y a une personne qui te dit que tu es un tocard, tu t'attardes. Ça, c'est la logique du réseau social. C'est-à-dire que tu vois 1000 commentaires « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Quand tu vois un commentaire « Je te déteste », c'est le commentaire-là qui te fait mal et tu finis par ne pas dormir. Donc, je me suis dit, il fallait, après tout ce qui se passait, parce que c'était quand même un bouleversement fondamental, ce n'est pas un bouleversement politique, ça il faut le comprendre, c'est un bouleversement de la vie du pays. Parce que ce n'était pas... il y a eu l'élection, c'est une chose, mais il n'y a pas eu un changement après l'élection. C'est-à-dire que l'opposant n'a pas pris le pouvoir et ensuite je ne suis pas allé dire à l'opposant « je vais t'accompagner ». Ça aurait été un retournement de veste. Il y a eu un basculement fondamental, on est d'accord. Il y a eu un nouvel acteur, c'est ça. Qui n'était pas opposé à ton acteur. Donc en vérité... Tu n'as pas retourné ta veste vu que tu n'as pas épousé les arguments que tu combattais. En réalité. Voilà. Je comprends mieux. En réalité, je défendais un projet, un programme. D'accord ? Ce programme-là, on est allé à une élection. L'élection a été annulée, entre guillemets. Il y a eu une libération de toute la nation. Tout le monde était d'accord. Ma propre mère m'a appelé, elle était contente. Mais pourtant, elle était contente que je sois, entre guillemets, devenu porte-parole. Oui. Ma mère était contente qu'il y ait la libération. Dans le fond, moi-même, j'étais content aussi. On ne va pas se mentir. Ma copine peut le témoigner. Dans le fond, parce que les attitudes autour ont énormément frustré sur plein de choses. Et sur les années précédentes, moi, je me souviens qu'en 2016, j'ai pleuré. J'étais à Gabon 24 pourtant, mais pourtant, en 2016, j'ai pleuré. Mon grand-père, Pierre-André Kombila, bûcheron de son état, etc. Et Pierre Mamoudou, qui avait fait un carton à Moabi, j'ai pleuré. J'étais tout jeune, j'avais 98. 2005, je n'ai pas pleuré parce que il y a eu une sorte d'union quasi partie unique avec professeur Kombela qui est allé avec Omar et tout ça. Bref, donc j'appartiens à une famille, à un pays, le pays Bayaka, le pays Bapounou, un pays de rebelles. Un pays qui a été oublié pendant des années, un pays qui est oublié parce qu'il n'y a pas les routes, il y a quasiment rien. Pourtant, on est une terre qui est riche, la Nyanga, etc. Elle est oubliée. Pourquoi, du fond de moi, je ne serais pas content qu'il y ait un changement de cap fondamental? Pourquoi je ne serais pas content? Qui pourrait influer positivement ta zone. L'ego, comment on appelle? L'ego, pour ne pas dire c'est même pas l'ego, c'est l'égocentrisme où j'aurais été ultra malhonnête avec mon esprit et mon corps, pas mon moral. Hein. C'est-à-dire que mentalement, j'étais un peu touché, c'est normal, parce qu'il y avait une dynamique qui était enclenchée. J'aurais peut-être été, d'un point de vue de l'ascension sociale, mieux positionné. J'avais décidé de rentrer au Gabon, peut-être après ça et tout ça. Mais mon intérieur de Bapounou, de Badoumbi, de garçon de Moabi, qui a vécu, qui a trimé, qui a galéré, qui a eu son premier livre au C1, qui était dans les écoles catholiques, qui a souffert, qui a marché des kilomètres pour aller à l'école, je ne pouvais pas être contre le fait qu'il y ait un basculement et que derrière, il y ait une nouvelle perspective, un nouvel espoir pour tout le monde. Et donc, ce nouvel aussi un nouvel espoir pour toi. Pour moi aussi, d'une autre façon.
On a redistribué les cartes. On a redistribué les cartes et tu te dis qu'à ce moment-là, ce ne sont plus les individus qui décideront pour l'environnement. Ce sera la dynamique d'un pays qui va se reconstituer, se reconstruire. Donc en toute intelligence, tu t'es repositionné. Pas en toute intelligence, mais en toute sincérité et en toute humilité. J'ai dit, je ne rentre pas en France, je reste au Gabon d'abord. J'aurais pu repartir. Je suis en France, j'ai mon titre de séjour, je suis réglo, j'ai tout, etc. J'ai dit, je reste. J'ai dit à ma copine qui devait partir au Canada, je lui dis, tu restes, on reste là au Gabon, on laisse le temps passer, j'aurai le temps de voir le président. Si un jour, j'avais d'ailleurs fait dans la foulée du coup d'État, quelques semaines après, quand on a commencé à faire des contributions, j'ai fait une contribution que les gens, s'ils veulent, sur les réseaux sociaux, je vous renvoie. J'ai fait une première contribution, j'ai fait un rapport de 30 pages au président. J'ai écrit un courrier, un rapport de 30 pages au président, j'ai fait une copie au Premier ministre, j'ai fait une copie au ministre des Sports dès qu'il est arrivé, un rapport de 30 pages sur le sport gabonais. Un rapport de 30 pages. Il est disponible, c'est lui qui veut l'envoyer, il me fait un inbox, je lui envoie. J'ai un rapport de 30 pages sur le sport gabonais, sur comment est-ce qu'on pouvait redynamiser le sport, comment on pouvait le reconstruire, comment on pouvait d'un point de vue pratique le financer à nouveau, toutes les idées à minima que j'ai sur le sport, sur comment est-ce que le sport doit se construire, la formation, les relations avec les fédérations, les relations avec les institutions, le financement des compétitions, qu'il s'agisse du football, qui est la passion la plus répandue, qu'il s'agisse du basketball et toutes les disciplines qui sont les plus représentatives. Bref, j'ai un rapport d'une 30aine de pages que j'ai fait. J'ai fait aussi un autre rapport sur l'audiovisuel gabonais. J'ai fait un rapport qui montrer comment est-ce qu'il fallait refonder l'audiovisuel gabonais, parce que je suis quand même un spécialiste de la communication et un doctorat en communication, même si je fais une thèse sur la médiatisation du foot, je connais suffisamment bien les outils de la com et les outils de l'audiovisuel. Je dis comment est-ce qu'il fallait rebâtir la formation, parce qu'elle n'existe pas la formation. Petit parallèle, on a eu la plus grande radio certainement de l'histoire d'Afrique sur les 50 dernières années, Africa numéro 1, mais on n'a jamais eu une école de référence en journalisme, en métier d'audiovisuel. Je trouve que c'est une incompatibilité paradigmatique par rapport à la vision des politiques publiques. Donc ça, ce sont des choses que je fais constater dans un rapport que j'ai déposé. Ça veut dire que c'était une contribution objective. Donc tu n'es pas juste dans la parlotte, tu as véritablement contribué. C'est ça. Donc c'était dans un élan de construction, un élan de participation à ce qui se faisait, à ce qui se construisait, à ce nouvel élan. C'est ça qui m'a fait dire que, écoute, je vais rester, je ne vais pas fuir, et comme ça, on va pouvoir se battre ensemble. C'est bien que tu aies parlé des contributions, parce que du coup, ça me fait penser. On a été liés sur beaucoup de choses, hein, Freddy, c'est amusant. C'est bien que tu aies parlé de contributions, parce que du coup, après, tu t'es retrouvé. Ouais. Quelques temps plus tard, donc après la prestation de serment et tous les événements qui ont suivi, tu t'es retrouvé quelques temps plus tard en plein cœur du dialogue national inclusif d'Angonje. Ouais. Alors là-bas, on parlait de près de 38 000... Et les gens se sont dit, le Kunabilis, là, il fait quoi là-bas? Voilà, on parlait de près de 38 000 contributions, avec près de 600 commissaires qui se trouvaient au stade d'Angonje. Alors, qu'est-ce que toi, Freddy, tu y faisais? Ouais. Comment tu as atterri dans cette organisation? Alors, tu te souviens, lorsqu'on a fait le précédent podcast, je t'ai demandé comment tu avais fait pour atterrir à Canal et tout ça, à RFI, parce que tu sais ce qu'on raconte au quartier. Ouais. Moi, je suis partisane de disons la vérité aux jeunes pour qu'ensuite ils soient motivés par des choses saines et qu'ils comprennent qu'ils peuvent atteindre leur objectif par la seule force du travail, de la motivation, du sérieux et des valeurs et de l'éducation que leurs parents leur ont inculquées, tu vois. Donc, je te repose encore la question aujourd'hui, Freddy, en toute sincérité. Et puis Dieu te voit, hein. En toute sincérité. Oui, Dieu ne peut que me voir. Je suis allé nettoyer l'église de Mourindi. J'ai prié tout le week-end à Mourindi. Non, on va arriver à l'église de Mourindi, ne t'inquiète pas. Sauf que là, il faut qu'on arrive à terminer nos questions. Comment, Freddy, tu es arrivé dans l'organisation du dialogue national et surtout, qu'est-ce que tu y faisais? Très bien. D'abord, revenir sur ce que je disais. Lorsque l'intelligence accompagne la chance, elle enfante la réussite. Je remercie vraiment les milliers de gens qui venaient me défendre en commentaire en disant à chaque fois, ok, une fois que vous avez dit à Freddy Koula qu'il a accompagné Ali Bongo, il a parlé d'Ali Bongo pendant 2 semaines sur la campagne, une fois que vous lui avez dit ça, par rapport à son travail, sait-il le faire, oui ou non? Là, on est maintenant dans le domaine de la compétence, parce qu'on est dans un pays où c'est vrai qu'il y a une forme de cancrologie qui se répand, mais la réalité, c'est que quand on est dans le domaine du travail, Freddy Koula, pendant une dizaine d'années, qu'il s'agisse de journaliste, qu'il s'agisse de communicant, même dans tout ce que je fais, quand j'organise un événement sportif, quand j'organise un quelconque événement, suis-je bon, oui ou non?
C'est pas de la prétention, même si c'est vrai que vous parliez d'image, on n'a pas parlé de ça, ceux qui pensent que je suis prétentieux, je ne le suis pas. Quand on se construit seul, en réalité, on se forge un autocaractère. J'ai pas eu de figure paternelle, je suis mon propre exemple. Donc, mais après, à la fin de la journée, dans un environnement où les gens ne te disent jamais que c'est bien quand tu fais bien, je pense qu'on a fini par... systématiquement ce qui est pas bon. On a fini par féliciter des actions que l'on réalise quand on sait à quel point c'est difficile. Et ça passe pour de la prétention. Voilà. Or, c'est pas de la prétention, c'est de l'ego. Et un ego doit être dimensionné. Et le mien est suffisamment dimensionné parce que les gens voient, quand je suis dans les rues, je salue tout le monde, j'ai dit bonjour à tout le monde. Quand j'ai de l'argent, j'offre ce que je peux à tout le monde. Je suis suffisamment généreux. D'ailleurs, ma copine me le reproche. Première chose. Donc, on est sur le domaine de la compétence. Sur la question de la compétence. Moi, le communicant, moi qui ai mon master, moi qui fais ma doctorat, moi qui ai 10 ans d'expérience, moi qui ai ceci, etc. Est-ce que ce n'était pas logique qu'à un moment ou à un autre, je sois dans une organisation qui soit une organisation nationale et qui soit une organisation qui a une portée à la fois nationale, mais une portée symbolique, historique. Oui, est-ce que je méritais d'y être, oui ou non? C'est la question fondamentale qu'on doit se poser en me voyant sur le dialogue. Question, qu'est-ce que je faisais sur le dialogue? Et évidemment, oui, j'ai fait des contributions. C'est vrai que j'aurais aimé être dans la commission sport-jeunesse ou même dans la sous-commission ou ceux qui traitaient des infrastructures, qui parlaient de la communication. J'aurais aimé y être parce que je sais, pour parler de communication, il y a peu de gens qui ont mon vécu aussi. J'aurais pu être dans le monde du sport, je pouvais dire un mot, mais il y a beaucoup de gens qui n'y étaient pas. J'y étais parce que quand je suis rentré au Gabon il y a 4 mois, j'ai de la chance d'avoir été à l'Office national du sport. Donc j'ai été là embauché comme consultant. J'ai dirigé pendant les 4 derniers mois la communication, le marketing et le commercial. On voulait redynamiser un peu ça. C'est devenu très petit, très vite pour moi. Mais en allant à l'Office du sport, j'ai de la chance d'avoir du coup piloté la communication des Jeux OXU. Des Jeux nationaux OXU que j'ai piloté, que j'ai coordonné, qui était très bien, et chapeau d'ailleurs au ministre des Sports et surtout à la directrice générale des Sports, Madame Lebondo, qui elle m'a fait confiance, et le directeur de l'office aussi, Monsieur Loïc Ngwaikunda, qui a dit il faut y aller. Donc j'ai aidé, ça a été brillant, ça a été top, même sans financement on s'est bagarré. Ce qu'on a fait sur l'OXU a eu une résonance également sur l'organisation du dialogue, et je sais que j'ai été recommandé par les plus hautes autorités, j'ai été recommandé par ceux qui estimaient que mon travail avait de la valeur et de la compétence. J'ai été recommandé chez Madame la ministre de la Réforme, que j'ai du coup découvert, une femme intelligente, une femme incroyable, que j'ai découvert comme beaucoup de Gabonais, pleine de connaissances, un juge que j'ai découvert. Cette femme intelligente-là a vu quand on a commencé à travailler que je pouvais mener la barque, donc je suis venu aider à la communication. Et quand on a commencé à bosser, on a fait l'ouverture du dialogue que j'ai conçu avec Charlie Tchatch aussi, avec tout ce qui était là. J'ai mené ce lancement de ce dialogue-là, et derrière, de fil en aiguille, on m'a donné plus de responsabilités dans la communication du dialogue. C'est comme ça que je me suis retrouvé du coup à coordonner avec lui, Philippe Badinga, toute la communication du dialogue et tout ce qui s'est fait, parce que au fil des jours, ils ont vu qu'il y avait un besoin de compétences, il y avait un besoin, parce que c'était vrai que c'était brûlant, c'était sensible. Derrière cette recommandation-là des quelques personnes autour, en fonction de ma compétence, j'ai un petit clin d'œil d'ailleurs à faire à un grand frère de l'université qui s'appelle Gira Onzaga, qui lui est quelqu'un qui m'a toujours soutenu et qui a milité pour moi pour que je sois à fond dans le dialogue. Et je crois qu'à la fin, les autorités aussi elles-mêmes ont fini par comprendre, lors de l'ouverture du dialogue, que j'ai des choses à approuver. Pendant le dialogue, qu'il s'agisse des plénières, parce que je jouais une double casquette, à la fois je coordonnais toute la communication, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, des conférences de presse et tout ce qu'il fallait. En même temps, j'étais le maître de cérémonie officielle de tout le dialogue, les plénières, etc. Donc, ce travail de fourmi, pour moi, j'ai considéré ça comme un pèlerinage, une pénitence aussi un tout petit peu. Et je considérais aussi que je devais bien ça à ce pays, indépendamment de tout ce que j'avais déjà fait professionnellement. Donc, c'était un sacrifice pour moi. C'était je suis allé, contribution à toi. Important à dire, j'y suis allé sans demander ce que je gagne. Pourtant, on en avait parlé, toi et moi. Oui. En CGT, dans la campagne, on n'a rien eu. Bref, je suis allé sous le dialogue en faisant à peu près la même bêtise, mais c'était pas une bêtise. Je me disais, je viens, je n'ai pas besoin d'argent. Je lui ai dit à Madame la ministre, Madame la ministre, je ne suis pas là pour l'argent. Je considère que vous avez suffisamment en bon cœur, en m'ayant reçu et en ayant accepté que je travaille avec vous. Je vais charbonner comme tout le monde, et j'ai charbonné. On sortait de là à 23h, 1h, 2h, à minuit du stade, et je ne me suis jamais plaint. Je n'ai jamais rien réclamé. À la fin, j'ai eu comme tout le monde, on est passé au bon de caisse, on a eu les 500 000, etc. J'ai aucun problème avec ça. Et à partir du moment où ma compétence a été mise en valeur, à partir du moment où j'ai mis en avant ce que je savais faire, parce que j'ai fait,
pas les reproches que les gens me faisaient, mais davantage ce que les gens appréciaient en moi, c'est-à-dire que le communicant que je suis, à partir du moment où tout ça a été vu, su et compris par tout le monde, j'ai reçu, grâce à Dieu, d'énormes félicitations, d'énormes encouragements. Et je suis redevenu une grande star au village aussi parce que je donnais quelques proverbes en Pounou. Voilà. Freddy, on avait pensé, c'est bien que tu aies dit que tu aies terminé par cette partie après que tu sois revenu et que tu aies montré concrètement ce que tu étais capable de faire, quoique tu l'as toujours montré. Hein. À Urban FM, on a un adage, quand on s'amuse, on blague pas. C'est-à-dire quand on fait quelque chose, on le fait bien. À fond. Peu importe que ça paye, et je te remercie d'avoir accepté de venir sur le dialogue avec moi sur les confs de presse. Ça avait été génial. Un petit peu, merci. C'était une très belle expérience aussi. Ça m'a permis de comprendre concrètement ce qui s'y passait et surtout d'avoir cette vision transversale de ce qui se déroule au stade d'Angonje, vraiment très motivante, inspirante. Et tu sais que j'aime ce genre de choses. Moi, je trouve que l'intelligence, c'est sexy. Donc, quand il y a des choses intelligentes, moi, ça m'intéresse. J'aurais dû ne pas te payer alors. J'aurais fait ça gratos. J'aurais fait gratuit pour le pays, forcément. Non, tu sais, tu as bon cœur. On avait pensé qu'après cette terrible expérience lors des élections de 2023, tu te serais tenu loin des actions et des activités politiques. C'est d'ailleurs ce que, tu sais, quelqu'un a dit, si vous voulez que j'aille me cacher... Beaucoup de gens me disent ça. Voilà, tu vois. Donc, mais toi, tu n'es pas resté en retrait. Et la grande question que tout le monde se pose, c'est... Que recherches-tu, Mais il est suicidaire, cet enfant. Que recherches-tu? Non, il se demande beaucoup ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches, en fait? Je ne recherche rien à part être utile pour le Gabon, pour ma communauté, et utile comme je l'ai toujours été. J'ai un truc que les gens ne savent pas, mais en ce qui concerne le football gabonais, le sport gabonais que j'ai défendu pendant quasiment une dizaine d'années, je n'ai pas le souvenir d'avoir gagné plus de 2 millions en parlant du sport et du football gabonais. Je n'ai pas le souvenir. La première fois que j'ai gagné de l'argent en parlant du sport gabonais, du football gabonais surtout, c'est quand j'étais à la LINAF. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai eu 100 000 en commentant un match. C'est que là. Donc ça a duré à peu près 2 ans et au début on nous payait, après on nous payait plus. Donc j'ai été sacrificiel, ou sinon j'ai fait un don de soi de ma vie professionnelle en parlant du sport gabonais tous les jours, jours et nuits, les stats, les trucs, les joueurs mis en avant. Je n'ai jamais rien eu de ma vie. Rien en parlant du sport. Donc quand les gens vont sur les réseaux sociaux en disant ta page et tout ça, cette page Facebook n'est pas monétisée, qui a 65 000 abonnés. Les likes, les partages que vous faites, je ne gagne rien de ça. Je n'ai jamais rien gagné grâce à ça. Donc à partir de ce moment, je considère que professionnellement, j'ai un plan que j'essaie de suivre et je sais comment je gagne ma vie autrement qu'en parlant. Le journalisme au Gabon ne paye pas. J'ai gagné de l'argent dans cette vie de journaliste. Si vous me voyez rouler en Mercedes, rouler en X, en 4x4, etc., c'est parce que j'ai de la chance d'avoir travaillé chez Canal, j'ai de la chance d'avoir travaillé chez New World TV, j'ai de la chance d'avoir travaillé chez TV5 Monde, ou j'ai de la chance de faire de la communication à une échelle parfois très importante. Et c'est à ce moment que je gagne un peu d'argent. Mais je ne gagne pas, je n'ai jamais gagné de l'argent en étant journaliste. À partir du moment où j'ai dit ça, les gens vont comprendre que mon engagement politique, entre guillemets, autour des politiques, c'était un engagement pour façonner mon monde professionnel. Je gagne ma vie comment ? Je suis un communicant. Si aujourd'hui, je suis passé de la communication exclusivement sportive pour une communication à la fois politique ou à la fois organisationnelle, pourquoi ça devrait déranger les gens ? Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, j'ai toujours voulu faire de la politique. Je vais faire de la politique, n'en déplaise à certains. Cette étape-là, il faut que les gens l'encaissent, la comprennent et l'acceptent. Moïse Katumbi, il a passé sa vie, les gens l'ont connu grâce au tout-puissant Mazembe. C'est un grand passionné de sport. C'est pourtant un entrepreneur. Pourtant, il a été président, il a été candidat à l'élection présidentielle. C'est un grand politique au Congo. Ils sont nombreux. Georges Weah a été un grand footballeur. Georges Weah a été un grand ballon d'or. On ne peut pas me comparer à lui, je ne suis pas fou. Mais il a fini président de la République, il a fait de la politique. Pourquoi, Georges Weah le disait-il, il a quitté le confort du sport, il aurait pu être président de la fédération, il aurait pu être à la FIFA. Pourquoi a-t-il quitté le simple confort du sport, le VIP, le buzz de sport, les stades, pour s'engager pour sa communauté ? À partir du moment où on comprend l'essence de l'engagement avec grand E, moi j'ai décidé de m'engager. Je ne vais pas devenir quelqu'un qui va insulter les politiques, je ne vais pas me bagarrer avec tonton Séraphin, je ne vais pas me bagarrer avec X, tous les grands politiques de ma... Je ne suis pas aussi bête pour le faire. D'ailleurs, chaque fois que je fais quelque chose, j'ai la décence d'aller vers les anciens pour dire je vais poser telle action, l'acheter au village, je dis je vais aller nettoyer l'église, il faut le voir, je le fais de façon bénévole. Pour l'instant, je suis un bénévole, comme j'ai été bénévole dans le monde du sport. Je suis un bénévole qui sort simplement du cadre de la gestion des sportifs, parce que j'ai dépensé plus de 34 millions, je vous l'ai dit, pour le club depuis 2019, ici à Libreville. Je n'ai pas dépensé cet argent encore pour les gens,
pour qui j'ai une dette ancestrale. Donc, je n'ai encore rien fait pour le village. Aujourd'hui, j'ai décidé de délocaliser. Pour tous ces enfants qui étudient leurs leçons sous le même lampadaire sous lequel tu étudiais les leçons parce que c'est tout aussi difficile pour eux. C'est mon engagement aujourd'hui. En fait, c'est ça le sens de mon engagement. Aujourd'hui, j'ai fait des choses pour le village alors que personne ne m'a jamais dit pourquoi tu fais des choses pour Ateti ou Akanda. La commune d'Akanda est une commune d'adoption pour nous. On est tous Akandais parce qu'on a été adoptés. On est nombreux comme ça. Chez moi, c'est Yamokab, là où je suis né, derrière la maison, derrière le village, parce que je suis vraiment né derrière la cuisine de ma grand-mère. Chez moi, c'est Yamouabi, là où j'ai grandi, là où j'ai fait l'école. Donc aujourd'hui, si j'offre des équipements sportifs à l'équipe de Mouabi, c'est parce que je veux, en tant que spécialiste du sport, aider l'équipe de Mouabi à se construire. On va faire des textes, on va les aider, je vais donner de l'argent pour qu'ils participent l'année prochaine au championnat provincial. Si je peux aider, comme je fais chaque village, dans chaque village, surtout mon village, un truc que les gens ne savent pas et je l'annonce ici, mon petit salaire mon petit argent que j'ai gagné depuis que je suis rentré depuis 4 mois au Gabon, je prends 30% Gina. Je prends 30% de l'argent que j'ai gagné, de mon salaire, je distribue aux gens au village. Donc je prends des vivres. Chaque fois que je vais au village là, je fais maison par maison parce que donc c'est que ça fait beaucoup, Freddy. Chaque maison chaque maison à Mokab est une maison familiale pour nous. J'ai grandi là, tout le monde me connaît. Beaucoup m'avaient un peu oublié parce que j'ai la chauve. Quand je suis reparti, je me suis présenté, les mamans ont pleuré. Ce n'est pas de la politique. D'ailleurs, on a interdit pour l'instant la politique. Donc je vais au village, c'est un engagement, c'est un rapprochement vers moi, vers mes ancêtres, vers qui je suis réellement et vers ma mère parce que ma mère est au village. Pour l'instant, il n'y a aucune intention et quoi qu'il en soit, et comme me disait un chef, on disait que Mouiri, c'est un bas pour nous, Mouiri, pas Mawar, Banfour. Ça veut dire que si les grands arbres sont autant solides, c'est à cause des lianes qui sont autour. Et moi, je considère, si je suis un arbre aujourd'hui dans ce pays, c'est parce que derrière, j'ai des lianes. Et les lianes sont d'abord les plus solides, sont celles qui viennent du village. D'accord. Freddy, on va aller très vite pour pouvoir terminer avec les questions de ce deuxième épisode. Visiblement, j'avais envie de te demander, je te suis sur les réseaux sociaux, bien entendu, comme tes 60 000 followers. 66 000 maintenant. Voilà, 66 000. Je te dirais pas ce que je pense de toi, tu le sais déjà. Et j'ai pu voir que ces derniers temps, tu te lances vraiment et tu l'as abordé toi-même dans une sorte de pèlerinage pour les populations de ton village. Alors, que s'est-il passé? C'est quand que tu as eu le déclic? Parce que après avoir investi l'argent à Atlético Akanda, c'était pas tes parents. Bon, je veux dire, c'est tes parents parce qu'on est tous gabonais. Non, j'ai investi sur c'est tes parents parce qu'on est tous gabonais. Oui. Mais ton village, c'est Mokab et c'est Mouabi. Oui. Après avoir fait des tours à Paname et tout ce que tu as présenté dans ce premier épisode de notre podcast, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le message que tu as reçu en rêve qui a fait en sorte que tu te souviennes de ton village et des gens de ton village et que tu te dises que c'était la croix que tu devais porter? Je vais vous dire, il y a un truc qui me taraude l'esprit pendant des années. Je ne passe pas une semaine sans penser à ma mère. Parce que ma mère, mon obsession là aujourd'hui, c'est de terminer sa maison. J'espère avec la grâce de Dieu que j'aurai un peu d'argent d'ici là. Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi un peu d'argent. Je vais terminer la maison de ma mère à Mouabi. Le Seigneur écoute le podcast. Et ensuite, Seigneur, s'il te plaît, permets-moi d'aider aussi, de remettre la maison de mon grand-père à flot au village. Bref, il ne passe pas une semaine sans que je ne pense au village, là où je suis né, à ma mère. Première chose. Il ne se passe pas une seule semaine sans que je me dise quel est le projet. Et ça date depuis plus de 15 ans. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, il faut que je réussisse. Il faut que je réussisse pour ma mère, parce que j'étais en monoparental, mes frères et ma soeur. Il faut que je réussisse pour mon village. Et si vous écoutez bien toute la partie de toutes les interviews que j'ai faites, qu'il s'agisse à Urban FM, d'Afresh Morning, toutes les interviews que je fais, même sur RFI, même sur Canal, je dis toujours, je viens de Mokab, je viens de Mouabi. Je précise toujours d'où je viens. Toujours. Je pense toujours à cette communauté. Pour moi, c'était, au moment où c'était un artefact verbal. Il fallait toujours que je rappelle aux gens. Vous m'écoutez là-bas parce qu'ils m'écoutaient sur RFI. Ils sont pas en bande FM, mais ils sont en RTM ou je sais pas quoi. En RTM. Donc, je disais toujours, c'était une façon de dire aux gens de Mokab, je ne vous oublie pas. Je reviendrai. Le jour où le Seigneur me donnera un peu d'argent, le jour où je rentrerai au Gabon, comme je suis parti depuis 2017, que je faisais des tours, je n'étais pas suffisamment sur les dernières années, suffisamment fort, suffisamment libéré mentalement et je n'avais pas suffisamment d'argent. J'ai fait un peu d'économie, j'ai eu la chance de faire un peu d'économie. C'est ce qui m'a permis d'investir sur le club, même si l'année dernière, j'ai perdu beaucoup d'argent, qu'on n'a pas encore reçu les subventions de l'État. Aujourd'hui, j'ai dit, je me reconcentre un peu plus sur le village. Quand j'ai 50 000, je dis qu'il y a 20 000 pour le village. Les 20 000 pour le village, je donne 5 000 à ma mère, même si là c'est un peu chaud avec elle, elle veut tout prendre. Quand je vais là-bas, j'ai dit le reste, c'est pour les autres du village parce qu'il faut redistribuer ce que j'ai eu. Parce que quand j'étais petit, je mangeais dans toutes les maisons et aujourd'hui, je leur dois ça. Le déclic, il n'est pas spontané. Le déclic est lié au fait qu'il y a quelque chose qui sommeille en moi depuis. L'envie, mais c'est une envie brûlante d'aider le village. Je me suis ruiné, là je suis arrivé depuis 4 mois, j'ai fait 4 trous au village. Ça fait déjà 5 millions que j'ai dépensé, 5-6 millions. Donc,
Gina, le déclic mais aussi. Mon Dieu, mais Freddy, mais c'est qu'il y a de l'argent quelque part. Non, mais je te dis, regarde, le déclic, enfin, c'est le boulevard aujourd'hui générationnel qui se construit avec ce que l'effet, la transition est aujourd'hui en train d'entraîner. Quoi qu'il en soit, je l'ai dit au début, la transition est un bouleversement, est un basculement. Ce n'est pas un basculement politique parce que, je le rappelle, quand on me traite de girouette, il faut être naïf pour penser que la girouette, c'est celui qui quitte. C'est celui qui termine sa mission et qui se range du côté de ceux qui tracent un chemin, ou la girouette, c'est celui qui part d'un chemin pour venir sur le chemin inverse. Je n'ai pas fait de chemin inverse parce que aujourd'hui, je ne suis pas un militant de Ndosa, je ne suis pas un militant de tous les opposants qui y étaient, je ne suis pas un militant de tous les candidats qui étaient face au candidat Ali Bongo. Je suis aujourd'hui, en tant que Gabonais, en droit, et comme tout le monde, de me mettre dans les rangs. Je me mets dans les rangs et je dis, si je peux être utile pour ce pays, s'il vous plaît, je suis disponible pour être utile parce que d'un point de vue de la compétence, je pense modestement que je peux dire des choses, je peux faire des choses. Et là, je le dis et je le redis. Et d'un point de vue du bénévolat, on est tous, quoi qu'il en soit, des bénévoles de d'où l'on vient, du village, de nos familles, et des bénévoles qui peuvent être utiles pour ce pays. Je veux être utile et je sais que je serai utile avec la grâce de Dieu. Merci beaucoup Freddy. Je pense que tu es le premier invité qui aura fait 2 épisodes de notre podcast, mais c'est surtout parce que je veux dire, toutes les histoires étaient passionnantes et intéressantes, mais c'est surtout parce que il fallait absolument que l'on termine cette deuxième phase. Trop de questions étaient posées. Tu as remercié tes abonnés qui se battaient pour toi, à te défendre sur les réseaux sociaux. Je pense que tu devrais me payer aussi pour tous les coups que j'ai pris à te défendre dans certains débats, dans certaines communications, où bien entendu ta compétence était remise en cause. Et moi, je pense que parfois on commente ou alors on juge les gens parce qu'on ne les connaît pas. Et je pense que, étant donné que moi je te connais, toutes les fois où on dit un truc qui est pas vrai, je me donne pour mission de te défendre comme je défends Dafresh, comme je défends Mosley, comme je défends Ivanov, enfin toutes les personnes qui font partie de mon cercle. Et surtout que tu as fait d'énormes sacrifices comme nous tous en ont fait. Oui. Pendant des années, j'ai dépensé de l'argent. D'ailleurs, la LINAF me doit encore d'argent. On dépense tous de l'argent pour des actions bénévoles, parfois des actions utiles pour le pays. Moi, j'en ai dépensé dans le foot. Et on regarde pas que le club, mais pour la LINAF, j'ai dépensé, je sais pas quelle année, une dizaine de millions, ils m'avaient pas remboursé. Ce sont des œuvres utiles. Et aujourd'hui, tu fais œuvre utile avec ton ONG. Et toi et moi, je pense qu'on se ressemble beaucoup. Et je sais que si j'avais été une fille, j'aurais été Gina. Je suis vraiment très portée sur les questions des jeunes femmes, d'éducation et surtout des jeunes en général. C'est très bien. Parce que moi, je pense que la lecture, c'est la clé. La lecture sauve des vies dans un pays où on n'a pas tous accès à... Tu vois, on peut pas tous voyager, on n'a pas tous d'argent pour faire des grandes choses et tout. La lecture peut vraiment aider. Et c'est triste qu'on n'ait pas, par exemple, une grande bibliothèque. C'est triste que les livres soient toujours aussi chers pour les enfants. Et ça, c'est des missions que je me donne avec mes partenaires. Coucou l'ambassade des États-Unis. Toi, tu parles de la lecture. Toi, tu parles de la lecture. Moi, je me bats pour quoi ? Dans le monde du sport, le sport et la communication. Le sport, je me bats pour qu'il y ait plus des terrains de foot. Des terrains de proximité. Je dis un truc bête. On en a besoin, je te jure. Il n'y a pas de terrain de sport suffisamment éclaté pour être représentatif. Rien qu'à le Grand Libreville, il devrait pouvoir y avoir un terrain de foot, un terrain annexe omnisport dans chaque grand quartier ou dans chaque arrondissement. Première chose. En province, à part les stades municipaux, il n'y a pas suffisamment de plateaux de sport et des terrains de proximité. Ça, c'est dans le sport. Dans le sport, toujours, le sport de haut niveau, on n'a pas de centre nationaux de sportifs pour le sportif de haut niveau. Les Panthères vont à Bongoville, les Taïkonoka vont où? Les basketteurs vont où? Le pauvre Willy se bagarre à mettre les... Ça, c'est dans le sport. Et je vais l'avoir d'ailleurs en interview. Dans la formation, il n'y a pas d'école de référence, il n'y a pas suffisamment d'universités suffisamment financées, parce que le département de communication, l'UEB, est un peu à l'abandon depuis que l'UNESCO est parti. Bref, on a à peu près les mêmes combats. C'est une question de génération. Notre génération ne doit pas se cacher. Notre génération doit dire, je lève le doigt, comme on était en classe à l'époque, pour dire, je veux contribuer ou je veux poser une question. On a ce droit-là, et ce droit, personne ne nous l'enlèvera, parce que ce pays, en réalité, on a eu la question, c'est pas un tabou sur le dialogue, il y avait beaucoup de contributions sur les étrangers, les trucs qu'il faut chasser, etc. La vérité, c'est que si les gens venus d'autres pays se sont installés, c'est parce que l'environnement ne permettait pas, on parlait de Moabi, que les gens prennent des initiatives. Il y a 5 ans, je ne pouvais pas aller à Moabi, faire une action, faire un truc comme ça, sans avoir l'autorisation de X. Aujourd'hui, grâce à la transition, grâce à la nouvelle dynamique, je peux le faire, et je remercie toujours le bon Dieu pour cette passerelle-là, quoi qu'il en soit. Et je réitère,
je demande pardon à ceux que j'ai fait mal, qui m'aimaient profondément, mais je sais qu'aujourd'hui, ils m'aiment encore plus parce qu'ils voient que j'aime ce pays plus que tout. Pas plus que ma mère, bien sûr, pas plus que mon fils qui vient de naître et madame, mais j'aime ce pays plus que tout et je suis en sacrifice pour ce pays parce que, je le rappelle, je peux rentrer en France, vivre une belle vie, être sur les Champs-Élysées, siroter du champagne, boire du café sur les terrasses, mais j'ai choisi de faire œuvre utile. Je suis au Gabon, j'y suis, j'y reste. D'accord, on retiendra donc cette dernière phrase de Freddy et surtout sa phrase qui disait « Notre génération n'a pas le droit de se cacher, nous devons agir si on veut voir les choses changer. » Peut-être que c'est nous qui devons prendre et quand on s'amuse, on ne blague pas. Oui, nous devons prendre l'initiative de faire changer les choses parce que quand on s'amuse, on ne blague pas. Donc, c'était le 2e épisode de notre podcast. Ce n'est pas toujours si évident. On était avec Freddy Koula. Très passionnant. Freddy Koula Moussavo, très passionnant. C'était le 2e épisode. Comme je le disais, on remercie encore une fois Ivanov et ses jolies tresses. Merci beaucoup, Ivanov, pour tout le travail que tu fais pour ce podcast. Je pense qu'il n'aurait pas été le même sans toi. Merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs, pour toute la force que vous nous envoyez. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Et si vous pensez à des invités, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur certaines personnes, envoyez-moi la liste et puis on ira les voir. Peut-être qu'ils auront envie de parler. On vous embrasse très fort. Plein de bisous à vous et prenez soin de vos familles. Au revoir. Ciao.